Nous voyons dans l'escalier, éclairé dans une niche, un vitrail de l'église Saint-Génitour, très coloré, avec un clocher surplombant un tympan. Nous sommes au premier étage. Nous entrons dans la première salle consacrée aux différents métiers de la paysannerie. Nous voyons ainsi une paysanne en pèlerine avec une coiffe dénommée quichenotte, ce qui signifiait n'embrasse pas. Ceci révèle aussi la présence anglaise dans notre région dans des temps plus anciens. Il s'agit là de ruches anciennes, des ruches rustiques, avec une armature en osier tressé, recouverte de bouse de vache. La forme des ruches a beaucoup évolué selon les lieux et les époques. Une sorte de panier en osier ou en paille, en forme de cloche retournée, protégée de l'humidité par une couche d'argile ou de boue séchée. À l'intérieur, les rayons de cire fabriqués par les abeilles, on devait les casser pour récupérer le miel. Pendant des siècles, le miel a remplacé le sucre de canne avant que n'apparaisse le sucre de betterave. Aussi bien des paysans possédaient quelques ruches au fond de leur jardin, en bordure d'un champ de luzerne ou à l'orée d'un bois tapissé de bruyères ou encore planté d'acacias. Cette activité correspond à l'agriculture. Nous voici à la boulangerie avec la fourche pour pousser le petit bois dans le four à pain, les différentes pelles et les paniers à pain, paneton, pain long, couronne. À savoir que le pain se fabriquait soit au four banal, soit au four à pain de la ferme. Paneton garni d'une toile. Les panetons sont toujours utilisés pour faire lever la pâte en lui donnant la forme du futur pain. Le pain pouvait se garder plusieurs jours. Clé pour faire sécher les fruits après la cuisson. Le paysan fabrique, fait son pain, reste le vin. Pour cela, le paysan cultive un petit lopin de vigne. On parle alors de vignes de petite paysannerie. Et certains, alors, en parlant du petit vin local dit piquette. Nous avons une collection d'outils différents pour le travail de la vigne. On aperçoit un réservoir en cuivre, souvent appelé vermorel, pour passer la bouillie bordelaise, connue pour sa couleur bleu ciel. Nous apercevons plus particulièrement les outils nécessaires à la vendange, avec la hotte en osier, le fouloir pour écraser le raisin, posé sur une basse, sorte de grand récipient en bois. À droite de la hotte, vous voyez le pilon qui sert à pousser le raisin récolté dans le fouloir. Sur le tablier de la cheminée, une série de pulvérisateurs et une grande photo montrant l'activité marchande de la place du marché du Blanc. Vous trouvez là la cheminée paysanne avec la pelle et pincette, le grille-pain, porte-poêle, fer à repasser, chaufferette, crémaillère, soufflet. L'intérieur de la cheminée et ses dimensions correspond aux cheminées communes dans ces feux d'antan. En premier plan, réserve à farine, en paille, en ronces ou noisetiers tressés. L'essence de ronce avait, paraît-il, la vertu d'éloigner les rongeurs et les parasites. Ce type de vannerie était également utilisé comme réserve à grains. En deuxième plan, différents appareils pour la charcuterie, pour faire le boudin et le jambon, car à la ferme, on tue le cochon, sans oublier le saloir. Enfin, en fond de tableau, une collection de balances avec la célèbre balance Roberval. Les labours. Nous partons au champ pour les semailles, foin et la moisson, dont nous apercevons les différents outils. Mais aussi le joug pour les bœufs, car le paysan travaillait en complicité avec les animaux, bœufs, chevaux,
mules et mulets. Enfin, en premier plan, la meule pour affûter les outils tranchants, mais aussi les pièges, notamment le piège à loup. Outre le fléau, nous apercevons une panoplie pour piquer la faux. Avec l'enclumette et sa base en forme de trèfle à 4 feuilles, le marteau, il s'agissait là de rectifier le fil. Dans les champs, l'enclumette était alors directement fichée en terre. On aperçoit aussi la boîte en corne pour la lime. Nous quittons désormais les travaux de la ferme pour nous retrouver en ville et rencontrer la vie citadine. Nous voici à l'intérieur d'une habitation plutôt aisée. Dans la salle à manger, avec au mur des peintures, sur le buffet, un phonographe. Quant aux costumes, ils correspondent aux différents moments de la vie liés eux-mêmes à la religion toujours présente, avec le baptême, la communion, le mariage, mais aussi les naissances et le décès. La cheminée est là beaucoup plus grande, fonctionnelle pour la cuisson, le chauffage et la lumière. Lieu réservé à la cuisinière, mais aussi à la convivialité avec une série d'ustensiles. Servante, porte-poêle, lèche-frites, chaufferette, poêle à griller les marrons. Voici maintenant présentées 2 vitrines exposant des lingeries comme des corsages et brassières. Aussi, nous pouvons voir un corsage fin 19e ayant nécessité 4 ans de travail pendant le temps libre à la ferme et les longues veillées d'hiver. Vous voyez exposées sur la table des missels et autres images pieuses. Vous avez aussi le costume de communiante et de communiant, avec la veste bleue et le brassard, au fond, accroché au mur, près de la fenêtre avec le vitrail. Mais aussi le couple de mariés avec des costumes et coiffes de 1885. C'est la promenade au parc. La maman et ses 3 enfants, le petit bébé le landau, la fillette avec un ruban bleu clair couleur de la Vierge Marie et son yo-yo. Le garçonnet est caché. On aperçoit au fond une vitrine exposant des coiffes berrichonnes. Grande vitrine exposant des coiffes. Coiffe de jour, coiffe du dimanche, coiffe pour la nuit. À droite, des collerettes. Vous avez 2 photos d'enfants encadrées, datant, on suppose, aux environs de 1910. À savoir qu'autrefois, les femmes sortaient coiffées pour cacher les cheveux. Sous la coiffe, elles portaient un béguin noir. Après avoir vu le costume de la fillette, nous pouvons observer le costume du garçonnet en petit marin, canotier et culotte courte, avec des chaussures en cuir. Et c'est dimanche, la table est servie, avec ses couverts élégants. Service à la française avec une série de verres, verre à vin, verre pour l'eau. Nous apercevons là les carafes, carafe à vin, carafe à eau. Le vin n'était alors pas présenté en bouteille, la carafe permettant de chambrer le vin pour avoir la bonne température et la bonne atmosphère. Nous avons quitté la ville pour rejoindre la campagne, la ferme ou la maisonnette du journalier. Nous avons ici un intérieur berrichon avec la famille, est évoquée la dernière phase de la vie d'antan débutée dans la salle citadine, le deuil. C'est la salle commune avec la salle à manger, le coin cuisine avec la cheminée et la fileuse, sans oublier le lit avec la couette. Justement, le lit, au sein même de la salle commune, avec un édredon, les pots de chambre et autres bouillottes, voire briques, car il n'existe pas de chauffage. Il n'y a pas de toilette à l'intérieur de la maison, mais au fond du jardin, sans oublier le crucifix et le buis, indiquant la présence de la religion dans la vie des gens, aussi bien paysannes que citadines. Nous avons aussi le landau pour jumeaux, avec, là encore, le ruban bleu ciel sur le haut du landau. Le coin repas avec le vaisselier, plats, assiettes et autres couverts,
sans oublier la huche à pain en fond de tableau derrière la fileuse. Mais il y a aussi la chaise d'aisance pour les vieux. En effet, 3 générations vivaient sous le même toit. Les aînés, grands-parents, les enfants, adultes, et les petits-enfants. La cheminée, le lieu des veillées, des histoires, avec justement la fileuse ou la brodeuse, avec le bougeoir pour la lumière. Et les douilles d'obus qui rappellent aussi la présence des soldats qui ne sont jamais revenus du front de 14-18. Quant aux vêtements, la biaude pour le paysan et le chapeau ou béret, le mouchoir à carreaux, le tablier et la coiffe pour la paysanne. L'horloge et les bébés, les poupons. Cabenotte, cet objet servait à maintenir le bébé emmailloté, debout à la maison comme au champ, et le youpala pour leur apprendre à marcher. L'horloge avec la petite manivelle, une horloge de la ville du Blanc qui rythmait les différents moments de la journée, le fameux tic-tac de l'horloge. Et le coin lavabo, car jusque-là, nous n'avions pas encore évoqué la présence de l'eau à la maison, avec la fontaine ou petit réservoir. Le coin chasse, avec les trophées aperçus précédemment, le lièvre et ses longues oreilles. Le fusil et la cartouchière, la housse à fusil. La fenêtre qui éclaire côté cour intérieure. On pouvait aussi braconner un peu et le hasard faisait parfois bien les choses. La boîte à plomb avec les différents calibres, les petits plombs pour les perdrix, les plus gros pour les lièvres. On aperçoit la dosette pour remplir les cartouches. Le petit étau avec différents calibres, la corne de chasse et le sac de poudre. La boîte à cartouches avec les différents étuis et le petit bâton pour remplir les cartouches. La gibecière en 2 parties avec la musette à cartouches, partie cuir, et le filet à gibier, partie filet. Le youpala pour apprendre à marcher avec une petite friandise en bout du youpala pour apprendre à l'enfant à se mouvoir debout. Les vêtements noirs de deuil portés pendant 3 ans de veuvage avec une photo de corbillard, avec le contraste des cordes de couleur noire et une série de sacs de voyage. Contraste du noir du deuil et le blanc de la naissance et du landau pour jumeaux et les 2 rubans bleus que l'on aperçoit bien sur la photo. Le calendrier est de 1917. Au moment du repas, l'ensemble de la famille demeurait assise. La maîtresse de maison, elle, ne l'était presque jamais. Elle allait et venait, mangeant parfois debout. Elle veillait à tout et voulait avoir l'œil sur tout. On mangeait en quelque sorte sous sa surveillance, sous sa vigilance. Les menus étaient variés, mais toujours très simples. Jusqu'au début du XXe siècle, on mangeait des bouillies, bouillies de millet, bouillies de maïs, de la soupe au lard. Le paysan n'était pas riche, se contentant de légumes le plus souvent dans un potage. On servait de la viande 1 fois par semaine, du bœuf bouilli, et c'est seulement au moment des fêtes qu'on mangeait de la volaille. Il y avait aussi les pâtisseries, tartes aux fruits notamment. Nous quittons ce lieu si chaleureux et si nostalgique pour poursuivre notre visite au 2e étage. Nous voici maintenant à l'école. En ce temps-là, il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Les petits écoliers portaient des blouses et écrivaient avec des porte-plumes à l'encre violette et un petit buvard. Le maître d'école portait une blouse grise et une cravate, et vous voyez les écoliers. Il inspirait le respect, et les marques de déférence qu'on lui prodiguait montraient toute la confiance qu'il pouvait inspirer. Les écoliers pouvaient avoir à faire quelques tâches ménagères. Aller chercher le charbon pour le poêle,
effacer le tableau et balayer la classe, mais aussi cirer les bureaux. Le bonnet d'âne. Certes, les méthodes étaient rudes, mais on acquérait alors un sens profond de la politesse envers autrui, de l'entraide et de la morale, avec notamment la fameuse phase de morale, par exemple, les écoliers égoïstes et jaloux sont abandonnés de leurs camarades. Il y avait aussi les leçons de choses et autres activités pratiques. On pouvait ainsi utiliser le phonographe, un tourne-disque sans prise de courant, sans batterie et sans pile. Autre pratique, la distribution des prix à la fin de l'année. Prix d'honneur, prix d'excellence, prix de camaraderie et aussi prix de dessin et de travail manuel, prix de tenue en ordre, prix de bonne conduite, prix de travail général. Mais il y avait aussi les images et les bons points. L'apothicaire dans son officine préparait les différentes potions. On avait ainsi du matériel de laboratoire, un petit laboratoire où il pratiquait des analyses, fabriquait des potions, des onguents, des pâtes pectorales et des sirops. Herboriste avec des comptoirs en bois, des commodes avec des tiroirs, des rayonnages, des balances à trébucher, des mortiers, des pilons, des pots en faïence et autres étiquettes. Dernier étage et dernière salle consacrée uniquement aux activités de la ville du Blanc et de sa région. Entrons dans la dernière salle. Nous apercevons les activités industrielles et mécaniques, activités textiles, l'histoire au Moyen-Âge, XIIIe, XIVe et XVe siècle, et son passé militaire. Sur cette première vue, vous avez un aperçu d'une collection de vélos. 1879 Granby, 1875 Granby, 1879 poutre populaire, 1875 vélo poutre, 1819 Peugeot frères. Des cycles anciens avec justement des mannequins en costume d'époque. Maillot d'Ilecta correspond à l'usine fabrique de vélos jusqu'en 1968. À cet effet, la ville du Blanc a été une grande ville du cyclisme, notamment avec son vélodrome. Le maillot d'Ilecta était porté par une équipe française des cycles d'Ilecta. Les Cérès, père et fils, les Decaunes, Bonduel, Zéro, Scholt, Collaert, Rigaud. Vitrine consacrée au cycle d'Ilecta, dont le constructeur chef d'entreprise était Albert Chichery, avec des échantillons couleurs et insignes des cycles et une série de phares. Un panneau présentant des champions blancois. Marcel Rohrbach, Marcel Dussault, Georges Meunier. Bicyclette d'Ilecta de 1927 avec la casquette de facteur. Et enfin, une des dernières bicyclettes d'Ilecta en 1968, une bicyclette d'enfant. Les gens se rendaient chez le barbier une fois par semaine. Certains y allaient 2 fois quand ils avaient le poil dru, mais en général, on attendait une bonne huitaine pour se faire raser. Et il n'était pas rare de voir un barbier également coiffeur. Mais on se rendait moins souvent chez le coiffeur que chez le barbier. On se faisait couper les cheveux bien courts, au ciseau sur le dessus du crâne, à la tondeuse dans la nuque et autour des oreilles. Au demeurant, on pouvait très bien se faire tondre les cheveux par sa femme à la maison. Enfin, et aussi curieux que cela puisse être, pour des gens de notre époque, les femmes ne fréquentaient pas le coiffeur. Il s'agit là de la bibliothèque de la Maison des Amis du Blanc, où sont déposés des ouvrages sur le Blanc, son histoire, la Brenne et ses activités, et le Berry plus généralement. Le thème principal étant le patrimoine et sa conservation. Mado Robin, 1918-1960, née à Yzeure-sur-Creuse, une des plus grandes cantatrices du XXe siècle. Un musée lui est consacré à Yzeure-sur-Creuse. En premier plan,
tradition textile, une machine à coudre dilecta, et en second plan, des vêtements de scène ayant appartenu à Mado Robin. Une petite exposition dans le cadre de la tradition textile consacrée à l'activité de dentelière. Elles utilisaient alors un outillage mystérieux, carreaux, fuseaux et ciseaux, déposés sur la table ronde réglementaire. Ainsi, elles fabriquaient la dentelle. 3 personnalités du blanc: Mado Robin, cantatrice; Amiral Barjot, 1889-1960, commandant en chef des forces françaises, expédition de Suez, 1956. Juge Pierre Voisin, 1891-1944, a écrit sur l'histoire du blanc. Le château Naillac se dresse sur la rive gauche de la Creuse, sur le coteau qui surplombe la rivière. Les seigneurs de Naillac étaient installés au blanc au XIIe siècle, et sans doute construisaient-ils à cette époque ce château qui porte encore leur nom. Dans son état actuel, le château Naillac n'a presque plus l'aspect d'un château fort. Il a été remanié plusieurs fois au cours des siècles et a perdu de son caractère primitif. Le château Naillac est un château à double donjon qui se compose de 2 donjons carrés réunis par un corps de bâtiment moins élevé. Le donjon Est, qui a à peu près perdu son aspect original, a dû être construit au milieu du XIIe siècle, ainsi que la tour ronde qui le flanque sur sa façade sud, dont la base s'évase en glacis. Sur la face nord de ce donjon, au premier étage, il y a une baie géminée en plein cintre, surmontée d'un arc de décharge, également en plein cintre, qui peut dater du XIIe siècle. Le rez-de-chaussée et les 2 étages ne comportaient chacun qu'une grande pièce. Celle du rez-de-chaussée servit de prison, et celle du premier étage de salle d'audience avant la Révolution. Une toiture en pavillon lui a été surajoutée au XVIIe siècle. L'escalier de la tour est moderne. Le donjon ouest semble un peu plus récent, mais il n'est pas postérieur au XIIIe siècle. On peut voir aussi sur la façade nord 2 arcs en plein cintre qui devaient jouer le rôle d'arc de décharge au-dessus de baies romanes. Il surmonte actuellement 2 fenêtres refaites au XVIIIe siècle. On l'a recouvert probablement au XVIIe siècle d'une toiture en pavillon percée de lucarnes, à la base de laquelle on voit encore les anciens corbeaux. On accède aux 2 étages par un escalier à vis contenu dans une tour accolée postérieurement à la façade nord au XIVe ou au XVe siècle. On y pénètre par une jolie porte sommée d'un arc en accolade. L'église Saint-Cyran était comprise dans cette accolade. Ces 2 donjons sont construits en moellons recouverts d'un enduit. Entre eux a été édifié, après 1714, un bâtiment d'un étage avec 6 fenêtres de façade et un toit à lucarne. La cour, dont parle l'inventaire de 1714, n'existe plus dans son état ancien, et il est difficile de la reconstituer. Une première enceinte qui ne doit pas être antérieure au XIIIe siècle existe encore à l'est et au sud. Une deuxième enceinte qui l'englobait dans la partie ouest du système défensif du château. Une grande rue principale au Moyen-Âge près de la maison des Amis du Blanc, une maison de Moyen-Âge faisant fonction d'échoppe. Photo du bombardement du Blanc en Ville-Haute du 19 juin 1940. Photo inondation du Blanc en Ville-Basse du 6 octobre 1960. Vous avez ici une collection de machines à laver, quelque peu dégarnies car en exposition au musée de Châteauroux. Au lavoir, on apporte le linge à la brouette. À genoux, chaque lavandière avec son battoir et sa boîte garnie de paille ou même d'un coussin.
Elle roulait, savonnait, frottait, tapait. Pour le rinçage du petit linge, on s'aidait de boules de bleu. Collection militaire. Nous observons les clairons, une tenue de sous-lieutenant, début du XXe siècle en pantalon garance, et une tenue d'officier de l'armée de l'air plus récente. Au fond, une série de clairons, et au plafond, une série de drapeaux tricolores. Le clairon pour les différentes annonces de la journée: réveil, repos, repas, activité. Le musée des Amis du Blanc conserve et détient des drapeaux tricolores, notamment des drapeaux des anciens combattants du Blanc.